des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites? On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. C'est pour vous dire ceci. Si vous allez dormir dans votre case là, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever parce que vous êtes fatigué, ouvrir sa tête à lui pour que vous quittez de votre fatigue et jouer des bruits là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres c'est qui? C'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat. Et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit, on arrange la clochette, on ne trouve personne pour aller mettre. On ne libère pas un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire allez-y, vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. C'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? Ça, c'est autre chose. Dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, machin, tout ça. C'est son droit. Il faut pas se leurrer. Il faut être clair. On dit en politique, les amitiés, les relations les plus bonnes se faire dans l'intérêt, comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'amitié. On n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir luisant. C'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir. Tu es un colonisé. C'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent. Point. C'est pas plus compliqué là. Aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machin truc. C'est des histoires, c'est une question d'intérêt. Personne ne nous donnera la liberté, personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison. C'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est bon. La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Sur Choumatera TV, vous y êtes, Choumatera TV, votre web TV panafricaine. L'Afrique de la Renaissance commence par toi, c'est bien le slogan de cette chaîne. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, mais également en synchronisé sur YouTube. Vous avez simplement à aller justement taper Choumatera TV et vous nous suivez en direct. Vous avez une autre option, il s'agit donc d'aller sur le site internet de cette web TV, arcanenews.net. Nous sommes donc en synchronisé pour ceux qui voudraient bien réagir en ce qui concerne donc le festin de l'actualité de ce jeudi 16 septembre 2021. Vous avez donc une opportunité, c'est le 93 05 06
06 hein, et nous pouvons donc lire vos messages, vos SMS, mais pas d'appel, directement sur ce plateau. Je m'en vais vous donner l'essentiel de ce menu, en ce qui concerne parenthèse de ce jour. Vous le savez, nous avons 4 grandes rubriques. La première rubrique, il s'agira du radar politique. La deuxième articulation de ce programme, ce sera les faits sociaux. Et nous avons donc la rubrique social tri. Et puis le plat de résistance, il s'agit donc de la rubrique Axis. Aujourd'hui, nous allons donc nous interroger sur l'acte vaccinal. L'acte vaccinal devrait-il, selon vous, être un acte médical ou plutôt un acte politique? Vous pouvez d'ores et déjà commencer par nous envoyer vos réactions et puis on finira donc par la sortie, la chute. Il s'agira donc de la dernière rubrique Free Voice. Il me plaît en cet instant de passer aux civilités. Je vais donc me faire l'honneur de vous présenter les invités qui ont accepté de faire le déplacement de ce plateau. Je rappelle bel et bien le slogan de cette production, la vérité, rien que la vérité. Ils nous ont donc fait le serment de pouvoir nous dire toute la vérité sur ce plateau. Je commence par présenter l'invité qui, d'ailleurs, le premier invité qui est un confrère. Il s'agit de Bertrand Badiaba ici. Bertrand, bonjour. Bonjour Césaire. Bonjour à tous les web téléspectateurs. Merci d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc journaliste à Business 24. Vous êtes par ailleurs économiste. Nous allons donc éclairer la lanterne de plus d'un sur les différents sujets d'actualité sociopolitique. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez, Césaire. C'est un plaisir partagé. Alors, nous avons également le consultant de ce programme. Il s'agit de Cyril Yao Eklo-Noukounou, toujours égal à lui-même, imperturbable. Bonjour Cyril. Bonjour Césaire. Bonjour talentueux Césaire. Bonjour à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et bonjour à tous présents ici, à tous présents ici autour de ce plateau pour décrypter l'actualité tant nationale que panafricaine. Il faut préciser que vous êtes également un acteur de la société civile au Togo. Vous êtes le président du Temps de la jeunesse patriotique TJP. Et comment se porte le TJP? Bien évidemment, le TJP, comme toute organisation de la société civile, elle y demeure. Sauf que cette pandémie, cette situation que nous traversons fait que nous sommes privés d'activités normales, intenses. Donc du coup, toutes nos prières sont que cette pandémie très rapidement trouve un chemin qui libère le plancher afin que nous puissions retrouver nos habitudes et que les activités reprennent normalement. Justement, beaucoup trouvent, c'est une parenthèse dans la parenthèse, que la société civile togolaise a des couleurs. Vous leur répondez quoi? Bien évidemment que je crois que c'était en 2014 que le Ton de la jeunesse patriotique a sorti une lettre ouverte à l'endroit de toutes les organisations de la société civile, les interpellant à l'esprit d'impartialité. Vous êtes impartial. Et donc, en ce sens-là, nous ne pouvons pas ne pas interpeller les gens et ne pas nous-mêmes incarner cette impartialité en question. Merci, en tout cas, vous incarnez cette impartialité sur ce plateau pour toutes les interventions quand même que vous avez l'habitude d'avoir sur ce plateau. Je vais présenter le troisième invité. Il s'agit donc de Ouirukura Onodou. C'est bien cela, je ne connais pas le nom. Vous êtes... Merci, vous êtes le censeur de l'école El Roi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, M. Césaire. Merci beaucoup pour nous donner l'occasion de partager cette émission en parenthèse avec vous. Merci et bonjour à tous les amis qui sont aussi présents sur le plateau. Voilà, je rappelle que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du directeur pédagogique de El Roi qui va également prendre place dans le déroulé de ce programme. Merci. Nous allons donc sans plus tarder passer à la première rubrique de ce programme, parenthèse sur Choumatela TV, votre web TV panafricaine. Rubrique 1, vous le savez, il s'agit donc du radar politique. C'est parti.
politique par le feuilleton, puisqu'on en parlait d'ailleurs récemment, le feuilleton politique en Guinée-Conakry, une dizaine de jours donc après le putsch militaire conduit par Mamadi Doumbouya, les tractations et consultations sociopolitiques pour la formation d'un gouvernement de transition ont démarré depuis donc mardi et se tiennent ceci jusqu'à vendredi. Nous allons donc essayer d'avoir détails et précisions à travers cet élément et juste derrière, on revient pour le débat. Sont ressortis du palais du peuple, siège du Parlement dissous par la junte, sans aucune précision sur l'architecture ou la durée de cette transition. Une rencontre d'abord avec les chefs de partis politiques qui tentent d'expliquer le récent coup de force et espèrent d'autres rencontres du genre avec la junte dirigée par le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. Le troisième mandat que briguait Alpha Condé est en partie responsable du récent coup d'État militaire. Et je pense que la communauté internationale devrait nous aider à avoir une bonne transition en Guinée. De cette première journée de consultation, les participants sont ressortis du palais du peuple, siège du Parlement dissous par la junte, sans aucune précision sur l'architecture ou la durée de cette transition. Une rencontre d'abord avec les chefs de partis politiques qui tentent d'expliquer le récent coup de force et espèrent d'autres rencontres du genre avec la junte dirigée par le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. Le troisième mandat que briguait Alpha Condé est en partie responsable du récent coup d'État militaire. Et je pense que la communauté internationale devrait nous aider à avoir une bonne transition en Guinée. Bien que rien ne soit pour l'instant très clair, une bonne partie de la classe politique reste optimiste. L'ex-premier ministre Sidia Touré, un des dirigeants de l'opposition à l'ex-président Alpha Condé, parle d'un début acceptable. Il s'agit de la possibilité d'avoir une discussion entre la société civile guinéenne et les partis politiques. L'essentiel est d'avoir un vrai gouvernement et de vraies élections. Déjà, les changements dans la ville de Conakry sont visibles. Je pense pour le moment que nous sommes sur la bonne voie. Après les chefs de parti et les chefs religieux vont se succéder auprès des putschistes jusqu'à vendredi, la société civile, les diplomates étrangers, les patrons de compagnies minières et les syndicats. La communauté internationale, inquiète de la stabilité de la Guinée, suit quant à elle attentivement cette concertation de loin. Réaction. Oui, bon, Césaire, il faut dire tout de suite que ce coup d'État en Guinée, disons que personne ne s'y attendait, mais au même moment, au vu de ce qui s'était passé par rapport avec la révision constitutionnelle qu'Alpha Condé, le professeur Alpha Condé a engagé pour briguer un troisième mandat, c'était prévisible, quelque part. Mais aujourd'hui, ce qui est réjouissant, c'est que vous prenez le Comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD en Guinée-Conakry. On a quand même comme l'impression que c'est un comité qui veut faire les choses bien, puisque déjà, une semaine après le coup d'État a lieu le 5 septembre et déjà le 14, des concertations sont engagées pour définir une feuille de route pour la transition. Quelle couleur devra prendre la transition? Et donc, dans ce cas d'espèce, on a comme l'impression que les militaires, avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya, veulent vraiment une volonté affichée, une détermination pour pouvoir refaire les choses, pas comme ce qui se faisait ailleurs. On a vu le coup d'État au Mali, où il y a eu plusieurs tergiversations avant qu'il y ait des concertations nationales.
Mais là, ici, le général Doumbia est en train d'engager la nation guinéenne dans une sorte de renouveau Tout à fait. pour que chacun puisse apporter sa contribution. D'ailleurs, il a libéré également les opposants politiques. Le premier acte qu'il a posé est un acte sanitaire, c'est qu'il y a eu la libération de ceux qui ont été condamnés comme opposants politiques, mais aussi il a engagé une action aussi économique, comme l'ouverture des frontières qui étaient fermées, les frontières terrestres qui étaient fermées au temps du régime Alpha Condé pour des raisons politiques. Parce que quand on ferme les frontières, économiquement le pays est asphyxié et aujourd'hui le général Doumbia a dû prendre ses responsabilités pour les ouvrir, histoire de permettre, n'est-ce pas, l'activité économique de trouver un élan. Donc je le disais, cette junte, je ne l'appelle plus junte, ce comité militaire a quand même affiché sa volonté, sa détermination de faire les choses dans les normes. Alors aujourd'hui, elle a carte blanche selon vous? Non, on ne peut jamais donner carte blanche. C'est là que je voulais en venir. Oui. Aucun coup d'État ne doit être considéré comme un acte sanitaire. Mais elle est consommée déjà. Oui. Mais vous saluez quand même les actes posés par le putschiste, donc c'est que vous cautionnez. Hein. Non, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas le coup d'État, mais l'acte est déjà consommé. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il est irréversible de retrouver Alpha Condé au pouvoir. Donc, on va dire qu'on ne va pas encenser les putschistes, mais on sent avec les pas qu'ils posent qu'ils veulent tout de suite aller vers une transition qui puisse remettre dans l'ordre dans les institutions de la République guinéenne. Alors, en un mot, je peux peut-être résumer votre propos, votre analyse. Plus de coups d'État, plus de putsch militaire, mais bravo aux putschistes. C'est bien cela? Bravo aux putschistes dans un contexte comme celui de la Guinée. Puisque, vous voyez, si Alpha Condé avait tout de suite quitté le pouvoir après ces 2 mandats, je ne pense pas qu'il y ait ce problème de coup d'État. Parce que c'est ça qui a entraîné l'arrestation des leaders politiques et tout ça, la modification de la Constitution qui aujourd'hui a créé, n'est-ce pas, les frustrations. Et c'est de cette frustration-là qu'est né ce coup d'État militaire. Voilà, merci. Bertrand Badiaba, ici, je rappelle que vous êtes notre confrère, un journaliste donc à Business Africa. Justement, je me tourne vers Cyril Yaoué-Klounoukou. Vous êtes un acteur de la société civile. Hein. Aujourd'hui, on l'a vu, les tractations sont donc en cours pour la formation de ce nouveau gouvernement. Mais selon vous, quelle devrait être la configuration, sinon le visage de ce nouveau gouvernement en Guinée? D'abord, si vous permettez, je voudrais bien faire une certaine précision. Et préciser que, vous savez, le renouveau démocratique a amené à éduquer, comment dirais-je, nos armées, à comprendre que l'esprit démocratique ne tolère plus des coups d'État, ne donne plus de carte blanche aux coups d'État. Et ma foi, je crois que ceci a été inculqué aux armées, des officiers militaires qui en ont compris. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas que la Guinée, souvenez-vous, il y a eu le Mali également, je crois que même au Burkina, etc. Alors si aujourd'hui on arrive à ce rebondissement, il faut comprendre, et il faut surtout que les acteurs politiques comprennent que lorsqu'il y a encore des coups d'État, ça relève leur échec. Ça relève de leur échec. Alors donc, les acteurs politiques sont beaucoup plus interpellés à plus de maturité, à faire montre de patriotisme et sortir de l'esprit partisan. Parce qu'apparemment, on a tendance à constater, mais pas quoi, constater que les acteurs politiques, une fois au pouvoir, ils se mettent dans une certaine confusion, ils confondent le pays à leur formation politique, à leur ambition personnelle, etc. Alors donc, si cela devait en demeurer ainsi, il est clair que les coups d'État vont refaire surface. Et ma foi, vous avez vu en Guinée, oui. Ça a été vraiment salutaire. La population a apprécié cela. Non, écoutez, le coup d'État est venu corriger quelque chose.
est venu corriger quelque chose. L'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique veut évoluer. Alors donc, il ne faut pas toujours que des individus prennent en otage notre évolution, notre marche, compte tenu de leur ambition personnelle. Vous êtes un acteur de la société civile. En un mot, quand on vous entend, c'est quand même que vous acclamez le coup d'État. Des fois, il est salutaire à vous entendre. Il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue. Ce qu'on qualifie de putschistes ou de jeunes, etc., ce sont des hommes, ce sont des fils du pays également. Ils ont leur mot, quoi qu'il en soit. Alors, même si les tests disent que oui, l'armée doit être sous le commandement de celui qui est au pouvoir, non, mais n'oubliez pas toujours qu'ils sont des hommes. Et donc, il nous faut des principes, il nous faut un idéal pour entretenir le respect de tout cela. C'est pourquoi vous verrez que en Occident, ces principes, cet idéal est respecté et chacun évolue convenablement dans son champ, tout en respectant ses limites. Alors, nous restons toujours incapables de travailler sur cela. Alors, il faut attirer l'attention. Tout n'est pas question que de dire non, il faut condamner le coup d'État. Non, tout n'est pas question que de cela. Tout est, vous aurez dû suivre le président libérien, George Weah, qui a interpellé ses pairs. Il faut faire en amont ce qu'il faut pour empêcher qu'il y ait le regard de coup d'État. C'est ça qui est l'essentiel. Ce n'est pas seulement de condamner ou bien de dire que non, le coup d'État constitue une bagaille ou je ne sais pas quoi. Mais il est salutaire sur un fond. À un moment, pas seulement pour c'est pas moi. N'ayez pas peur des mots. La vérité, mais c'est la vérité, c'est le slogan de cette émission. C'est pas moi, ce n'est pas moi, Moukoumou ici, qui dit qu'il y a ce tact. Cette expression, c'est une expression. C'est une expression qui a été salutaire pour le peuple guinéen. Vous avez vu comment les gens applaudissent. C'est-à-dire que ce que moi je voudrais qu'on relève aussi, le coup d'État il est salutaire, mais le problème c'est les leaders politiques. Quand vous prenez la situation d'Alpha, le professeur Alpha Condé, il est venu au pouvoir en 2010 après la mort de Lassana Condé et le coup d'État de Dadis Camara qui s'en a suivi. Et tout le monde, à l'époque, et lui y compris, avait salué ce coup d'État. Et il est venu au pouvoir à la suite de ce coup d'État. Mais qu'est-ce que lui-même il a fait pour éviter 10 ans après que le pays, 10-11 ans après aujourd'hui, que le pays puisse retomber dans les travers du coup d'État. Voilà. C'est ça le donc on ne supporte pas, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une caution à un coup d'État, mais seulement on dit que, et c'est ce que le président Doumbia est, il est président aujourd'hui, Mamadou Doumbia a dit aux acteurs, si on en est là avec les coups d'État répétés, c'est de l'échec des acteurs politiques. Absolument. Et aussi des forces armées, parce que les forces armées étaient censées pouvoir dire par exemple, Alpha Condé, quand il voulait faire sa révision, c'était notre monsieur, n'allez pas sur ce terrain, sinon on va prendre des armes. Et ça l'aurait peut-être empêché de faire ce coup d'État. Mais on parle de la grande muette quand même, quand on parle de... Oui, mais aujourd'hui... Est-ce que la grande muette doit commencer par être la grande bouche? Mais aujourd'hui, c'est leur responsabilité engagée justement parce qu'ils ont laissé. Et il y a eu des frustrations aujourd'hui. On va écouter bientôt l'acteur social également. Oui, merci, vous permettez, M. Césaire. Oui. La grande muette pourra être muette et ça dépendra de la démarche, de la hauteur qu'incarne celui qui est à la tête du pays. Voilà. Parce que si vous posez des actes qui ne peuvent pas entretenir cette grande muette de demeurer muette, mais attendez, je le répète, ce sont aussi des citoyens et ils ont aussi leur mot. Maintenant, pour répondre à la question, quel visage, quelle configuration, un militaire au pouvoir ou un civil? Non, enfin, moi je ne vois pas la chose. Le militaire, c'est un citoyen. Voilà. Mais beaucoup aujourd'hui appellent à ce qu'on le militaire, c'est un citoyen. Et je crois que cette démarche qu'a engendré monsieur le colonel m'a dit, c'est pour rassurer, d'abord dans un premier temps, c'est pour rassurer l'ensemble des acteurs et des composants de la société, c'est pour rassurer. Et ensuite, non seulement pour rassurer, mais ensuite également, c'est pour se prêter à cet exercice-là de relancer le pays.
de relancer le pays. Et pour relancer le pays, il faudrait effectivement cette concertation-là, et de cette concertation sortir des propositions, etc., qui vont conduire à la mise en place d'un gouvernement de transition qui sera chargé prochainement d'organiser des élections et permettre à ce que la Guinée fonctionne normalement. Donc tous nos espoirs, c'est que ces acteurs se comprennent, qu'ils fassent montre de leur patriotisme, de leur responsabilité, de leur maturité et mettent la Guinée au devant de tout un. Qu'importe la personnalité qui prendra donc les rênes du pouvoir. Oui, justement. Non, si vous permettez, est-ce que c'est vraiment une question de qu'importe la personnalité qui... Il faut quand même avoir une... Là, ça relève de la responsabilité du peuple. Mais sachez que jusqu'à ma foi, je crois bien que c'est M. Mamadi qui resterait là aux commandes, même si la formation du gouvernement, il y aura un premier ministre, il y aura des ministres, mais il restera toujours aux commandes pour la transition. Parce que le gouvernement qui en sortirait, c'est un gouvernement de transition pour préparer des élections et laisser les choix au peuple de choisir son dirigeant. C'est entendu, hein, avant de revenir. Oui, monsieur Césaire, excusez-moi, c'est pourquoi vous êtes confrère. Je voulais insister sur un aspect. Le problème de l'Afrique dans les situations après les coups d'État, c'est que quand il y a un coup d'État, l'opposition politique pense que l'armée a pris le pouvoir pour le lui rendre. Vous voyez, donc tout de suite, les conflits d'intérêts commencent par venir. Tout à fait. Et derrière ça sape les transitions politiques et la suite on la connaît. Donc il faudrait aussi que l'opposition politique puisse aider aujourd'hui en Guinée le pouvoir militaire à pouvoir mettre une transition que je peux qualifier civile, mais un peu plus technocrate pour pouvoir amener tout un chacun dans les règles républicaines et que à l'issue de cette transition, celui qui vient au pouvoir puisse travailler à maintenir un État républicain qui est qualifié d'État républicain démocratique. C'est entendu. Merci. Justement, je vais me tourner vers Yirukura Onodou. Vous êtes du secteur éducatif, mais vous avez quand même un œil. Vous lisez l'actualité politique d'ici, mais également d'ailleurs. On parle donc de la Guinée-Conakry. Selon vous, en ce qui concerne donc ce putsch militaire, qu'est-ce qu'on peut entrevoir de l'avenir politique de la Guinée aujourd'hui? L'avenir politique, ça va dépendre, M. Nkounou l'a dit, de la maturité, surtout de l'intérêt du peuple. Que aujourd'hui, ceux qui sont là pour l'instant vont, on peut s'attendre à ce qu'ils gardent ou à ce qu'ils tiennent. Ils ont déjà fait voir leur intention, celle de bouger ou de poser des actes, dans le sens du peuple. C'est le bien du peuple qui les a amenés à prendre le pouvoir, parce que, étant donné tout ce qui se passait, bon, le peuple, nous a vu la réaction du peuple. Tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est leur bonne foi. Je crois que les acteurs politiques ont salué, après quand les concertations ont commencé, tout le monde était presque satisfait. Ah non, c'est bon. Donc espérons, parce que bon, après tout ça, on ne connaît pas long. Donc espérons, ça va dépendre de leur bonne foi, ça va dépendre de leur degré de maturité vraiment. Voilà, c'est ce que moi je pense. Merci, merci. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, c'est déjà fait. Oui. Du cas non, c'est construit. Voilà. Qu'est-ce qu'ils feront, ça va dépendre de leur. Justement, puisqu'on parle d'Alpha Condé, on va donc sortir de cette rubrique peut-être par cela. On va donc avoir l'image du côté de la réalisation, puisque selon Jeune Afrique, le magazine panafricain, si on peut avoir donc l'image d'Alpha Condé, image du côté de la réalisation, le magazine panafricain a révélé dans une récente parution qu'Alpha Condé a confié à des interlocuteurs qu'il n'avait jamais voulu se présenter à un troisième mandat, d'après le journal. Ce sont les femmes donc de Guinée qui ont désiré la candidature de l'ancien président guinéen. Peut-être chacun va placer un mot là-dessus avant qu'on ne sorte de ce sujet. Ça vous fait rire. C'était lui au pouvoir, mais c'était la femme au pouvoir. La question se pose. Voilà. Alors, Cyril. Écoutez, vous savez, cette affirmation de M. Alpha Condé révèle que nous avons encore du chemin à faire, nous les Africains,
pour ce qui concerne notre maturité, pour ce qui concerne notre détermination, notre engagement patriotique. Et ça montre toujours que nous sommes toujours sevrés de cet idéal, nous sommes sevrés de principes qui doivent fonder notre engagement. Parce que c'est de la, excusez-moi, mais c'est de la bassesse, c'est de la légèreté, vous comprenez. C'est ce que j'ai toujours dit. Et en Afrique, nous avons toujours végété dans la confusion. On dit que c'est les femmes qui l'ont soutenu. C'est ce que je dis. Nous avons toujours végété dans la confusion. Nous confondons l'esprit patriotique, l'esprit républicain, à l'esprit partisan, aux intérêts personnels, aux ambitions personnelles. Et c'est ce qui nous maintient dans une certaine bassesse et qui nous empêche de faire nos preuves et de marquer l'histoire vis-à-vis du monde. Alpha Condé n'a pas pu marquer l'histoire finalement, à vous entendre. Pour quelqu'un qui a été un opposant historique, qui a subi tout ce qu'il faut en tant qu'être opposant en Afrique, et je profite encore de cette occasion-là pour nous rappeler cette affirmation de Joe Biden, qui disait que le président américain, qui disait que les opposants ne sont pas des ennemis. Il faut que nos têtes africaines, nous les Africains, nous comprenions tout le sens de cela. Parce que quand je me réfère un peu au parcours d'Alpha Condé, il en a subi, en tant qu'opposant, il en a subi. Mais une fois au pouvoir, nous avons été déçus de voir que dans sa quête de 3e mandat, il était obligé d'associer les forces armées contre les populations civiles menues, et c'est dommage, et c'est lamentable, et c'est triste pour nous. Merci, on comprend donc que Cyril nous trouve que le professeur Alpha Condé ne pourra donc pas marquer l'histoire de cette Afrique que nous voulons, l'image de cette Afrique que nous voulons à travers cette renaissance, c'est bien cela. On sent justement avec vous, Yeroukoa. Oui, mais quand vous êtes chef de famille, et que vous, quelque part, on pose une question aussi sensible, très claire, vous dites que c'est votre femme qui vous a dit de faire ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Manquez le sens de responsabilité. On dirait que vous oubliez ce que vous êtes censé faire. C'est un soutien. Non. Merci. Et en plus, est-ce que les femmes lui auraient demandé de marcher sur la population pour pouvoir arriver à ce troisième mandat? Je ne crois pas. Donc, il aurait été plus responsable en prenant sur lui l'engagement de ne pas se présenter parce qu'il savait que ce changement constitutionnel allait amener beaucoup de dégâts. Merci donc pour vos analyses, commentaires. On va commencer par sortir de cette première rubrique radar politique, mais nous allons donc revenir au Togo avec cette une qui nous est donc parvenue, une de la lanterne qui justement nous a donc envoyé sa parution. Je vais rapidement prendre la grande une, si on peut la voir du côté de la réalisation, c'est l'image 2, et on peut donc voir en grande une cette interrogation que pose la lanterne. Fort Gnassingbé fait le ménage au sein de la Grande Muette, stratégie de sécurisation de ses arrières ou nécessité de défense nationale. C'est l'interrogation donc de la Grande Une de la lanterne. Moi, je voudrais simplement vous retourner la question. Bon, ben, on ne va pas. Le confrère sait dans quel sens. Robert Dumas, lui. Voilà, il a dû écrire cet article, mais nous, on constate simplement que le chef de l'État a fait des aménagements au sein de la Grande Muette, comme il en avait déjà fait tout récemment, parce que ce n'est pas quand même seulement cet aménagement qui a été fait. Il y a, je pense, 2 ou 3 mois, il y a eu des nominations de chefs-corps, de nouveaux chefs-corps. Après, il y a eu des admissions à la retraite et tout. Bon, dans ce contexte, et dans le contexte de la modernisation des forces armées togolaises, bon, on ne peut pas dire tout de suite que ça a été fait à dessein, mais ce qui est clair, c'est qu'on doit tenir compte de tous les concepts actuels pour pouvoir dire qu'il sait qu'il y a à faire des aménagements pour une meilleure stratégie sécuritaire, soit autour de la nation ou alors autour de sa personne. Merci Cyril Noukounou. Aménagement sanitaire. Ben, écoutez, nous sommes des acteurs extérieurs, vous comprenez, et nous n'avons pas la maîtrise de ces éléments qui poussent le chef de l'État à faire procéder de remaniement.
Bon, mais ma foi, un remaniement, c'est un acte normal et ce n'est pas la première fois qu'un remaniement se tient. Alors, seulement qu'il faut que tout se fasse dans l'intérêt supérieur de la nation et dans le respect des principes républicains. Et c'est tout. Donc, nous observons les actes que pose le premier dirigeant du Togo et voudrons seulement ressentir que c'est dans l'intérêt de tous. Et Goukoura. Je crois que mon avis n'est pas autant que celui des autres compagnons. des autres. Nous ne savons pas vraiment ce qui est là caché. Nous prions que chaque soit pour l'intérêt de tous. Voilà. Merci. Alors, toujours sur cette une de la lanterne, on peut donc lire en tête de une, si on peut donc avoir l'image, merci à Émile. Contre la nouvelle flambée du Covid-19, le pouvoir monte le ton des anciennes restrictions à quelques détails près à nouveau imposés. Alors, vous allez peut-être placer un mot chacun là-dessus. On est donc revenu à ces nouvelles restrictions, à quelques détails près. Donc, aujourd'hui, Bertrand Badiaba ici, votre avis intéresse. Mon avis, il reste qu'il y a la flambée des cas de contamination. Le Covid-19 fait des ravages. Il y a forcément qu'il fallait, sur proposition du Conseil scientifique, que le gouvernement puisse adopter certaines mesures pour pouvoir au moins arrêter la chaîne de contamination. Maintenant, aujourd'hui, le débat qui est là est celui lié à la vaccination. Justement, on va en parler tout à l'heure. Okay. Donc, sinon, je peux dire que l'État aujourd'hui dit n'être plus en mesure de pouvoir contenir, de supporter cette catastrophe sanitaire et donc a pris des mesures pour pouvoir endiguer le mal. Bon, c'est vrai, c'est de bonnes mesures, mais il faut revenir sur des aspects qui vont beaucoup endommager l'économie du pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous verrons ça peut-être quand on aura abordé le plat de résident Cyril Nougounou, de nouvelles restrictions, beaucoup quand même crié au scandale, on peut le dire. Certains n'auraient quand même pas voulu qu'il y ait certaines restrictions. Aujourd'hui, pour entrer dans certains bureaux administratifs, on parle donc de cas sanitaires et autres, déjà des restrictions à saluer. Ben, écoutez, je crois que normalement des restrictions devaient, en amont, il devait y avoir une certaine communication de la pédagogie qui, ma foi, lorsque cette communication, cette pédagogie n'est pas, comment dirais-je, comprise ou assimilée ou ne donne pas son effet, et qu'on soit obligé de passer à l'étape de restriction. Cela n'a pas été le cas. Mais cela n'a pas été le cas. Tout ce dont il a été question, et ma foi, on va même jusqu'à penser que est-ce que c'était un moyen pour justifier la prolongation d'une année de l'état d'urgence? Peut-être que ce sont des préalables, ce sont des astuces trouvées, ce sont des astuces adoptées. Quand vous parlez d'astuces, est-ce que l'État a un intérêt à prolonger? Ce sont des astuces trouvées pour justifier la prolongation de l'état d'urgence d'une année. L'État parce que oui, parce que dites-moi s'il y a eu quand même une période de communication, de pédagogie et d'explication aux populations pour essayer d'attirer l'attention. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus n'est plus un sujet qui soit méconnu de qui que ce soit, vous comprenez. Alors maintenant, si entre-temps, comme on le dit, il y a eu encore un rebondissement d'une nouvelle forme de virus, ben, est-ce qu'il y a eu assez de pédagogie? Bon, au niveau de la pédagogie, je ne veux pas interroger pour c'est qu'il faut quand même dire qu'il y a une communication autour. Puisque elle n'a pas été du goût de Cyril. Voilà, puisque lors des conférences de presse de la coordination, depuis 2, 3, 4 semaines, la coordination insistait sur cet aspect que si on ne fait pas attention, les populations ne font pas attention pour aller se faire vacciner, pour adopter les mesures barrières et faire arrêter la chaîne de contamination, le gouvernement serait amené à prendre des mesures
plus draconienne. Donc il y a eu une pédagogie. Il y a une pédagogie, sauf qu'elle n'a pas été très intense sur le terrain. Non, il ne faut pas confondre une mise en garde à une pédagogie. Parce que là, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a averti, a planté un décor, comme quoi je vais prendre des mesures draconiennes. En gros, c'est différent de faire une pédagogie, impliquer des acteurs, je veux dire, des composants de la société. Aujourd'hui, nous avons les mairies, nous avons des acteurs locaux, les chefs quartiers, etc. Quand est-ce qu'on a mis à contribution tous les comment dirais-je, les pans de la société, etc., pour jouer un rôle. La société civile, par exemple. Oui, exactement. Alors, quand est-ce qu'on a joué à cela? Dites-moi. Non, au contraire, on n'a fait que prévenir que, bon, dans un bref délai, il y aura des mesures qui vont être prises. Et tout ça, là, c'est en annonce à la prolongation de l'état d'urgence d'une année. Alors, moi, nous, je ne veux juste pas être naïf. Et donc, c'est pourquoi mes analyses, mes constats, je l'ai dit ouvertement, ça peut être tout à fait autre chose. La vérité, rien que la vérité sur ce plateau, la parole est libre. Justement, vous êtes un acteur du secteur éducatif, on parle de la Covid, le secteur éducatif n'en est pas épargné. Alors aujourd'hui, dites-nous, quel est votre sentiment sur ces nouvelles restrictions en ce qui concerne donc les mesures barrières contre la Covid-19? Moi, à mon avis, je crois qu'il y a un problème un tout petit peu. À quel niveau? Je pense que, tel que M. Nkoumou l'a dit, je crois qu'en général, je crois que nous souffrons de communication, de l'efficacité de la communication. Ça passe quoi? Oui, c'est-à-dire qu'on souffre de ça. Comment faire comprendre aux citoyens ceci, c'est dans ton bien fondé. Voilà, c'est dans ton intérêt. Ces comportements, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Si nous n'arrivons pas, il faut chercher, nous sommes un État, il faut chercher à tout prix à faire comprendre aux citoyens ceci. On a beaucoup de choses. La population est structurée, comme il a dit. Il y a les églises, il y a ceux qui sont dans les mosquées. Donc, l'État doit s'asseoir, élaborer des stratégies pour vraiment communiquer de façon efficace. Voilà, merci, on reste avec vous, Yves Goura, puisque vous êtes du secteur de l'éducation, avec le dernier point sur cette une de la lanterne, du côté de la réalisation. Éducation, lentement, mais sûrement, c'est le pied de une dame de la lanterne. Ce ton s'impose comme celui dont le Togo a besoin pour redresser le secteur, et la lanterne affiche donc ce ton. Il s'agit donc du professeur, comme l'a dit, Kokoroko. Vous êtes du secteur éducatif. Est-ce que vous partagez l'avis de la lanterne? Bon, je partage dans une mesure, je partage parce que, en tout cas, pour être un bon leader, il faut être ferme. Et il faut être ferme. Seulement, je trouve que toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les entre guillemets poutistes ou en Guinée, il faut toujours une lucidité. Voilà. Il faut toujours garder le sens de l'intérêt du peuple. Il ne faut pas faire de confusion, il ne faut pas faire de l'amalgame. Alors, selon lui, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Quels sont les éléments qui l'attestent? Vous êtes du secteur de l'éducation. Aujourd'hui, les actes posés donc par le professeur Konandoudi Kokoroko, quels sont les actes, le factuel qui l'atteste? Moi, je vais vous citer un fait tout à l'heure, un décret, un arrêté, tout de suite. Le ministre nous a fait parvenir une note selon laquelle, entre-temps, les élèves, à un moment donné, ils sèchent les classes parce qu'on les a déjà présentés. Nous souffrons, nous les éducateurs. Ils ne viennent plus à l'école. Mais vous souffrez. La constitution n'est pas là. Avec quoi? Comment? Donc le décret est venu et dit alléluia. Le décret dit quoi? L'arrêté dit que désormais, même à la veille, il suffit qu'un élève ait pris la clé de l'échange, je ne sais pas, signifier cela, notifier cela à l'hierarchie. On les a dit, ils ne composent pas. Simplement et puis donc il y a certaines vraiment félicitations, mais le reste, qu'on garde la tête sur les épaules et que le Seigneur ou bien Dieu, ou bien, je ne sais pas, les collaborateurs puissent vraiment collaborer dans le bon sens pour que ces arrêtés toujours soient dans le sens de l'intérêt du peuple. Merci. Dans le sens de l'intérêt du peuple, si non, vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire que M. Kokoroko, je ne le vois pas comme étant un diplômé, mais je le vois comme étant un clairvoyant. Quelqu'un qui a une certaine vision, qui a une certaine projection
Et surtout, on l'a vu faire ses preuves à la tête de l'université qui a vu défiler plusieurs professeurs à sa tête. Mais lui, et avec sa présence... Il a imprimé ça à sa marque. Ah oui, absolument. Lui, avec sa présence, et ce n'est pas une question de titre de professeur, comme nous les Africains, nous en avons l'habitude, et nous brandissons à qui veut l'entendre, à qui veut le remarquer, mais c'est beaucoup plus une question de preuve. Vous comprenez? D'efficacité et de preuve. C'est-à-dire que de quoi est-ce que la personne est capable? Comment est-ce que la personne peut impacter? C'est ça qui est utile. C'est de cela que l'Afrique requiert de nous, ses fils. Alors maintenant, moi ce que je veux dire, oui, ça fait depuis un certain temps, depuis que le professeur Kokoroko a été à la tête du ministère des enseignements primaires, secondaires et également de la technique et artisanat. Un certain nombre de décisions, un certain nombre d'actes qu'il prend. Mais moi, personnellement, et ça, cela n'engage que moi, je crois qu'il serait beaucoup plus compris si, en amont, au préalable, il s'était donné d'organiser une assise de l'éducation. Et au cours de cette assise, communiquer, imprégner les acteurs sur sa vision, sur ce qu'il a l'intention, d'abord les écouter, et après les avoir écoutés, et maintenant il leur présente à eux sa vision et ses objectifs, comment est-ce qu'il les préparer de manière à ce que les gens en amont soient informés de ce que l'avenir serait bon. Maintenant, aujourd'hui, les choses tombent comme de la pluie, etc. Bon, les gens n'ont pas le choix parce que c'est le chef. C'est pas encore trop tard. Parce que c'est le chef, etc. Mais je crois que cette assise de l'éducation, elle s'impose toujours. Sa tenue s'impose toujours. Et il faudrait que cela se tienne. Parce que même cette décision par rapport aux élèves, etc. Oui, il n'y a pas que la fermeté, il faut également la communication, parce qu'il faut que les élèves aussi aient l'information comme quoi, oui, cette habitude que vous avez, elle n'est pas bonne, vous devez rompre avec cela, sinon, voilà des sanctions, et ça requiert un moratoire. Alors maintenant, est-ce que cet arrêté en question a prévu un moratoire? Bon, il ne faut pas non plus qu'on veuille arranger, mais au même moment détruire. Bon, le mot détruire c'est trop fort. Ou au même moment laisser encore des couacs. Vous comprenez? Parce que l'éducation y est pour les élèves, les apprenants. Alors donc, l'essentiel, la victoire serait de faire du mieux pour que ces apprenants jouissent, prennent tout intérêt de cette éducation que de se voir écartés compte tenu de petites erreurs inconscientes qu'ils auraient commises. Justement, on suit votre regard, Bertrand Valeba ici. Cyril Nokounou appelle de tous ses voeux des assises nationales de l'éducation. Non, je pense que les assises nationales elles doivent être engagées dans plusieurs secteurs. Et ça, aujourd'hui, pour relever le niveau de certains secteurs, pour reconstruire le tissu social, il y a certains secteurs clés qui doivent être revus. Et il faut absolument qu'on puisse aller aux assises. Je parle du secteur de l'éducation, comme on l'a dit. Je parle du secteur de la santé, je parle aussi du secteur de... Bon, il y a d'autres secteurs, par exemple le sport et d'autres secteurs. Maintenant, le professeur Kokoroko, moi, je l'ai toujours apprécié, parce que quand je rentre, je mets pied aujourd'hui à l'université de Lomé, je sens quand même que ce monsieur a fait quelque chose. Il y a eu un travail qui a été fait. Nous avions connu, comme l'a dit le grand frère, nous avions connu plusieurs recteurs, plusieurs présidents d'université. Mais je me dis, si ces gens-là avaient fait un dixième de ce que Kokoroko, le professeur Kokoroko a pu faire aujourd'hui, on aurait eu un bastion universitaire extrêmement joli, extrêmement de qualité, qui pourrait former des étudiants de qualité. Maintenant, sur le plan de l'éducation, la pédagogie manque au professeur Kokoroko, ça il faut le dire. C'est-à-dire qu'il a tout de suite envie de faire appliquer sa vision de la chose. Même je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête qu'il aurait voulu même mettre en application pour redresser ce secteur. Car il faut le dire, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a des directeurs
qu'il y a des, je sais pas, des responsables de ce secteur qui étaient partis, qui avaient confisqué des véhicules de service. C'est inadmissible. Il leur a demandé de ramener ça plus tôt. Voilà. Donc il a envie de faire appliquer des décisions importantes, mais il faut de la pédagogie. Quand vous prenez les décisions liées à ce que le censeur vient de faire allusion, on aurait pu demander aux enseignants, aux proviseurs, à tous les acteurs d'en parler aux élèves, de leur donner un peu de temps, hein, pour savoir que quand ils vont sécher les cours 2, 3, 4 jours successifs avant les examens, ils ne sont pas autorisés à aller aux examens. Parce que ça aussi, ça encourage le taux d'échec. Ce n'est pas normal. Donc, c'est des décisions sanitaires, mais il faut que le professeur Foucault trouve une formule pour pouvoir être plus pédagogique. Merci donc pour toutes ces analyses. On va prendre, puisque nous en parlons, nous sommes donc tombés dans le social, la rubrique de la deuxième grande articulation de cette randonnée d'information, décryptage de l'actualité sociopolitique sur Soumatela TV, votre web TV panafricaine, rubrique de Le Social Tri. C'est parti. La rubrique 2, nous y sommes donc dans le social tri, on va parler éducation, on en parlait d'ailleurs, on y reste pour évoquer cette fois-ci la rentrée scolaire, on le sait, la rentrée pédagogique c'est pour le 20, le 27 donc de ce mois, les élèves, les écoliers devraient donc reprendre le chemin des classes. Nous sommes donc avec Hiro Koura Onodou, c'est bien cela, vous êtes le censeur de l'école El Roi. Alors dites-nous aujourd'hui, d'abord, avant de planter le décor, dites-nous, l'école El Roi, c'est quelle école? Présentez-nous un peu cette école. Ok, merci une fois encore. El Roi, l'Institut technique et complexe El Roi, c'est une école confessionnelle chrétienne qui est située juste dans la réserve, l'ancienne réserve de la gendarmerie nationale. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, une partie de ces terres sont rétrocédées. Donc, El Roi est situé là, à quelques mètres du lycée d'Albert, au côté sud-est. Voilà, donc nous sommes là depuis 2007, le 17 octobre, l'école a ouvert ses portes. Et donc, en ce moment, on avait juste l'école au primaire et au secondaire. Aujourd'hui, on a du C jusqu'au secondaire tertiaire. Donc, nous avons l'année passée, donc disons 2 ans passés aussi, embrassé le cycle modulaire. Nous avions 4 modules dans lesquels nous formons. Voilà, je me dis qu'en grosso modo, c'est ça, du produit de la maternelle jusqu'au lycée d'enseignement général comme technique commerciale, c'est un peu ça, Justement, tout un panel de formations que vous offrez donc à ceux qui le désirent. Aujourd'hui, quand on parle d'école laïque et d'école confessionnelle, quelle est la petite différence? Pourquoi certains pourraient donc préférer aller vers une école confessionnelle comme la vôtre? Ok, très bien. Il y a une nuance. La nuance, c'est quoi? Bon, l'école laïque, c'est cette école qui, mis à part ou bien en addition au programme curriculaire officiel, doit, selon même les remarques ou bien les interpellations de l'autorité, insister sur l'aspect civique. Mais nous, au-delà de l'aspect civique, nous intégrons l'aspect moral. Ce sont des vertus morales qu'il faut aussi accompagner aujourd'hui pour que le citoyen soit vraiment un citoyen équilibré. Vous trouvez que cela manque? Il y a un manque de ces valeurs morales vraiment aujourd'hui? Oui, il faut. Aujourd'hui, quand vous voyez tout autour, d'ailleurs c'est une difficulté que nous avons à l'école, dans le milieu scolaire. Pourquoi? Aujourd'hui, les masses médias ont planté notre décor. Que nous, je crois, vous et nous qui sommes ici, n'avions pas eu le même décor avant. Et à l'école, la tête est saine, excusez-moi.
et vous suivez facilement les cours et vous avez aussi la facilité de les apprendre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, nous, en tout cas, le confessionnel vient rappeler ces valeurs morales et aider donc les apprenants à mieux se recadrer afin qu'ils puissent mieux évoluer, être des citoyens, vraiment, comme je dis, efficaces pour la société. Voilà, vous insistez donc sur ces valeurs morales qui doivent être retrouvées justement pour construire une société plus harmonieuse. Alors en ce qui concerne LROI, la rentrée scolaire, c'est pour le 27 septembre. Déjà le 20 septembre, c'est la rentrée pédagogique. Est-ce que vous êtes prêts? Et dites-nous aussi, la rentrée pédagogique, elle consiste en quoi concrètement? La rentrée pédagogique, elle consiste à mettre en place tout ce qu'il faut au niveau du personnel. Voilà. Toutes les classes, nous avons s'assurer que toutes les classes sont disponibles et les professeurs, les enseignants qui doivent être affectés par rapport à telle matière, par rapport à telle classe, sont tous disponibles et tout le matériel qu'il faut est disponible et tout ce qu'il faut donc mettre à disposition des enseignants est disponible. Quand tout est acquis, là on dira que la rentrée pédagogique est assurée et faite. Voilà, donc c'est ce à quoi on nous invite à partir du lundi prochain le 20. Et je vais dire quant à nous, nous sommes prêts dans la semaine ce qu'il faut pour ce volet pédagogique, s'assurer que chaque collègue, chaque enseignant sache ce qu'il a à faire et se prépare donc pour le 27. Et d'ailleurs, vous n'avez pratiquement pas eu de vacances parce que d'ailleurs, hier, on a fait un tour dans votre établissement. Vous êtes pratiquement là tous les jours. C'est dire donc que vous êtes quand même déjà en rentrée, avant la rentrée. Alors, dites-nous, quelle sera la particularité aujourd'hui de cette nouvelle année académique au complexe LROI? Bon, une particularité typique, je dis non, parce que sur la Covid, nous y étions déjà. Et donc, l'année passée, nous étions fait une rentrée avec Covid. Et par de particularités vraiment, l'année passée aussi, nous avions démarré les cours d'anglais au primaire et seulement cette année, nous mettons tout en disposition des collègues qui doivent assurer qu'un programme très étoffé pour même déjà au CP1, les cours d'anglais puissent passer. C'est ce qui est un peu particulier par rapport à nous, par rapport aux autres écoles. Cours d'anglais dès le CP1. Oui, dès le CP1. Voilà. Donc, nous avions commencé, ça fait 3 ans, nous avons commencé au CM. L'année passée, on est arrivé au CE. Et au dernier trimestre, nous avions démarré jusqu'au CP1. Mais cette année, dès le 27, nous partons avec le cours d'anglais au CP1. Voilà. Merci pour ces éclairages. Je vais donc demander peut-être à Cyril de poser un regard sur justement l'actualité de cette école LROI dont les membres sont avec nous sur ce plateau. Cyril. Non, mais écoutez, je crois que le censeur a mis de bons mots pour qualifier la structure. Mais ce qui attire beaucoup plus mon attention, c'est que j'ai senti là ce désir d'innover. Parce que quand il parle de ce que déjà au cours primaire, l'anglais qui soit dispensé, et même avec leur ambition de commencer par dispenser l'anglais déjà dès la classe de CPE, je crois que c'est une innovation qu'il faut saluer. Et parce que, ma foi, déjà, dès le secondaire, l'anglais devient une matière présente jusqu'au lycée, même jusqu'à l'université. Alors, pourquoi pas, depuis le cours primaire, préparer les gens, préparer les enfants à cela, c'est une bonne chose que je retiens. C'est une bonne chose également, cette rentrée du vin dont il évoque pour s'assurer que les infrastructures prévues pour abriter les élèves et conduire l'année scolaire, et qu'ils s'assurent que ces infrastructures-là répondent et qu'elles soient prêtes, et que les professeurs qui doivent intervenir, c'est-à-dire le personnel, et qu'ils s'assurent que tout soit vraiment prêt, c'est une bonne chose. Et j'apprécie ce degré de responsabilité. Et bon, maintenant, ma foi, quelle est la qualité avec laquelle les cours sont dispensés, etc. Peut-être on va revenir à lui, peut-être pour nous donner quelques statistiques en ce qui concerne les résultats de l'année dernière, avant qu'on ne vienne donc à notre confrère. Vous avez quelques chiffres? Oui,
Oui, bien sûr, j'ai tous les chiffres. Justement étonné. Quand vous demandez, bon, au CPD, nous avions eu 100%, au BP6, là, nous avions eu 65%, au bac 1, nous avons 88%, au bac 2, nous avons 77%. Alors, c'est acceptable, c'est bien acceptable. Et moi, je suis tenté de faire entrer, pourquoi pas, mes enfants dans leur école. Voilà. Alors vous avez déjà des clients potentiels. Hein. Je reviens donc à notre confrère Bertrand Badiaba. Ici, une école donc qui justement essaie d'asseoir une politique inclusive, mais quand même de pouvoir allier au français l'anglais. Je connais bien cette école puisque j'habite le quartier. Et quand je passe souvent devant cette école, ce qui me frappe déjà, c'est le cadre. C'est un joli cadre. Le bâtiment scolaire est bien construit. Le cadre est bien. Avec, je pense c'est une construction naturelle. Avec on aura l'occasion de vous recevoir avec des images plus étoffées. Non, vous avez je connais cette école et j'ai toujours vu des enfants respectueux qui sortent de cette école. Et donc, c'est à féliciter tout ce qu'ils font. Parce que apprendre aux enfants l'anglais dès le bas âge, c'est une nécessité aujourd'hui. Tout le monde sait que notre français aujourd'hui n'ouvre pas toutes les portes et qu'il faille passer par l'anglais à des niveaux donnés. Et la plupart, souvent, dans de nombreux cas. Et donc, leur inculquer quelques notions leur permet, une fois au collège où la matière est obligatoire, de pouvoir au moins être dans le bain de cette discipline. Alors, autre aspect, la formation modulaire. Vous savez, aujourd'hui, c'est la formation professionnelle qui est celle recherchée sur le marché. Il faut que nous apprenions à nos enfants à faire quelque chose. Non pas être toujours des éternels apprentis, des livres, des diplômes, des éternels chercheurs de diplômes. Donc, les formations modulaires permettent, n'est-ce pas, aux jeunes d'avoir une formation professionnelle. On peut sortir être un bon maçon, un carreleur, un plombier. Et aujourd'hui, là où je suis, je vous l'ai dit, j'ai comme l'impression que, à part cette connaissance que je suis en train de, je regrette d'avoir pas adopté la réalité. Par exemple, apprendre la maçonnerie, apprendre la carrellerie, l'électricité et tout. Là, je vois des amis qui avaient à peine le VPC avec nous, qui aujourd'hui ils sont revenus dessus. Si vous permettez, je crois que ce sont des disciplines que dans un passé, il y avait on tenait compte des travaux pratiques, la couture, etc. Mais à un moment, tout cela a disparu. Bon, donc j'espère qu'avec ces remarques que nous faisons autour de ce plateau-ci, ça va interpeller les censeurs à voir dans quelle mesure, les censeurs et les directeurs, bien évidemment, à voir dans quelle mesure prévoir de telles disciplines pour inciter des élèves et essayer d'identifier parmi ces panoplies d'élèves qui viennent ceux qui pourraient être intéressés en tant que matière facultative, non pas, pas forcément imposée, mais librement ceux qui pourraient être intéressés par telle discipline, et concerter avec les parents pour que les parents aussi puissent y mettre des moyens complémentaires, supplémentaires pour permettre à ce que cette option-là puisse exister et évoluer au profit des apprenants. C'est entendu, je crois bien que ce sont des requêtes reçues du côté de l'administration du complexe El Roi. On va, puisque vous n'êtes donc pas arrivé seul, recevoir dans quelques instants donc le directeur pédagogique, le doyen Bassirou Badamassi. On va juste prendre une aération, on se retrouve juste derrière avec lui.
plateau, nous allons donc accueillir le second invité en ce qui concerne donc le complexe El Roi. Il s'agit donc du directeur pédagogique doyen donc Bachirou Badamassi. Bonjour. Bonjour, frère Césaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour vraiment cette invitation qui nous honore. Merci. Alors, le censeur a quand même éclairé la lanterne de plus d'un sur l'école. Aujourd'hui, simplement, vous demandez, vous êtes quand même fin prêt pour le démarrage des activités scolaires le 27 prochain? Nous sommes prêts parce que tu l'as dit, comme tu l'as dit déjà, nous sommes permanemment à l'école presque. Ce qui veut dire que nous ne serons surpris en aucune manière soit pour accueillir les professeurs, le corps enseignant, le corps administratif, déjà à partir de lundi prochain, et les élèves le 27. Alors, plusieurs réunions se font, puisqu'on parle donc de rentrée pédagogique, vous faites des allées et venues quand même dans les inspections. Aujourd'hui, on le sait, on est dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie, la Covid-19. On parle de plus en plus également de cartes vaccinales pour avoir accès à certains bureaux d'administration. Est-ce que vous êtes touché dans le secteur éducatif? On est plus que touché parce que nous accueillons un monde. C'est-à-dire que les parents, les élèves et toute la population aura pour point de vue les établissements scolaires. Pourquoi pas nous ici pour que nous suivions ce qui va se passer? Donc, c'est donc dire que, en ce qui concerne donc vos entrées dans les administrations, on parle de carte vaccinale. Vous vous êtes fait vacciner? Moi-même, je me suis fait vacciner il y a même plusieurs mois. Avant même, plusieurs mois? Oui, parce que dans un premier temps, avec la première sensibilisation, je me suis fait vacciner. Alors, vous êtes même venu avec votre carte? Oui. Visiblement, vous pouvez nous la faire brandir peut-être du côté de la réalisation. Et Milamou va... Justement, donc vous l'avez sur vous, hein, permanemment? Permanemment, parce justement. Que la part des nez seulement à la DRE, on m'a demandé, alors que je l'avais sur moi, alors il n'y a pas de problème. Alors, à l'état civil central, pour prendre une pièce, on me l'a exigé et tout le monde, moi je suis prêt. Alors, vous avez donc eu vos 2 doses de vaccin, c'est bien cela? Bien sûr. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment après cet acte vaccinal? Sentiment d'obligation, de contrainte, ou plutôt un sentiment volontaire? Pour moi, c'est un sentiment volontaire. Parce que dès les premières annonces, ou bien les premières, en tout cas, comment je veux dire ça, dans les premières exigences de ce qui se passe, je me suis trouvé dans le profil des gens qui doivent se faire vacciner. Et sans hésiter, la première dose, je l'avais à l'église, la seconde dose, moi-même, je suis allé au centre de santé de Kakabeni pour apprendre. Merci, on va donc avoir un mot Cyril Nkounou. L'acte vaccinal aujourd'hui, c'est vrai que c'est le thème, le plat de résistance, hein, mais déjà placé un mot. Le directeur pédagogique de El Roi qui est venu d'ailleurs avec sa carte vaccinale, c'est dire que lui-même, vous l'avez entendu, hein, il a dit c'était un élan volontaire, réaction. Oui, mais non seulement qu'un élan volontaire, mais c'est une, comment dire, c'est une responsabilité et c'est une exigence pour lui. En tant que directeur académique, il doit planter les décors. Parce que, oui, il doit donner l'exemple. C'est une exigence pour lui. Au-delà d'un acte volontaire, c'est une exigence pour lui. Parce qu'ils sont chargés d'entretenir les élèves, les apprenants sur l'observation des gestes barrières, sur toutes mesures qui doivent concourir à la distanciation, etc. Et pour prévenir la santé des apprenants dont ils ont la charge qui viennent dans leur école, etc. Et donc je pense que c'est un bon exemple, qu'il fait montre. Et je crois que c'est l'occasion d'inviter d'autres à faire autant comme lui. Vous l'avez également fait?
Ça fait, je crois que la deuxième fois que vous posez la question. La répétition est mère de Je suis d'accord, je dis moi-même souvent que pour nous les Africains, il nous faut toujours la pédagogie. Donc, justement. Alors, Bertrand Badiama, ici, vous avez écouté le directeur pédagogique du complexe El Roi, des fleurs à jeter, ou puisqu'il dit qu'il s'est fait vacciner volontairement, pas de contrainte, votre avis? Non, mais comme il l'a dit, il faisait partie des personnes cibles pour pouvoir recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca à l'époque. Et bon, il l'a fait. C'est normal qu'il le fasse. C'est vrai, comme il est dit, c'est volontaire, mais c'est aussi une exigence. C'est une exigence puisque en tant que responsable d'une école, il serait plus judicieux qu'il soit sûr quand même de ne pas trop être un cas qui pourrait exposer ses enfants à cette situation dramatique. Alors il a fait. Félicitations. J'espère aussi que les autres enseignants l'ont fait en majorité, puisque nous disons toujours que ça ne doit pas être une obligation. Et j'espère qu'il n'a pas obligé les gens à le faire. Donc voilà, félicitations à l'école. On espère bien voir la rentrée le 27 septembre. Non, mais si vous permettez, oui, si vous permettez, je crois que surtout pour le monde éducatif, le monde religieux, c'est-à-dire des leaders de l'éducation, des leaders religieux, etc., c'est une exigence pour eux. Et une exigence apparente à comment dirais-je, à une obligation. C'est des contraintes, c'est une obligation morale et responsable, parce qu'ils sont au contact d'un groupe de personnes, et donc du coup, je crois ma foi que pour les enseignants, c'est une exigence dont il faut prendre conscience et aller vers cette vaccination, parce que étant des gens qui côtoient beaucoup de normes, et donc, donc je crois qu'il n'est pas vraiment opportun pour eux d'évoquer comme quoi ce n'est pas une obligation, etc. Non, c'est une exigence dont il faut prendre conscience et puis c'est entendu. Oui. Merci, je me tourne donc du côté du directeur pédagogique, Bachirou Badamassi. Alors, on a parlé du complexe El Roi. Dites-nous, pourquoi faut-il finalement s'inscrire au complexe El Roi et comment procéder? S'inscrire à El Roi, c'est notre invitation d'ailleurs. Et sur ce plateau, je voudrais dire que si on s'inscrit à El Roi, on ne s'est pas trompé de cible, mais pas trompé de milieu, parce que notre école est une école chrétienne confessionnelle. Et en dehors de ce que l'enseignement, ou bien en tout cas la formation académique générale, nous avons la spécificité, comme déjà le censeur l'a dit, d'imprégner la langue anglaise dès le bas âge aux enfants. Et nous voulons qu'ils le grandissent avec. Maintenant, pour s'inscrire à El Roi, c'est très simple. Au préscolaire, on a besoin seulement d'un acte de naissance. Et cet acte de naissance, que ce soit pour le moment légalisé ou non, nous voulons voir l'identité vraie de l'enfant pour que nous lui donnions un numéro matricule. Et au primaire, c'est la même chose. Au CP1, c'est l'acte de naissance qui commence. Et maintenant, dans les autres classes de CP2 au CM, nous avons besoin du livret scolaire des enfants pour savoir ce qu'ils ont fait l'année scolaire précédente, afin de les placer dans leur classe respective. Maintenant, au collège, on exige l'attestation le relevé de notes au CPD, simplement. Et les enfants sont admis en classe de 6e, à partir de la 6e, ou de la 5e jusqu'en 3e, c'est les bulletins de notes des trimestres ou des semestres derniers, ou de toute l'année, pour qu'on puisse bien orienter l'enfant à le classer, à l'accepter dans les classes de secondaire, premier cycle. Pour le lycée, c'est pareil,
c'est le BPC qui leur donne droit à entrer en seconde. Et cette entrée en seconde aussi, souvent, nous étudions le dossier des enfants et on les oriente dans la vidéo, dans la série qui leur convient. Donc pour le moment, il y a de place partout. Et les inscriptions continuent. Les inscriptions continuent, effectivement. Voilà. Un numéro peut-être pour pouvoir vous joindre directement. Notre numéro, c'est simple. C'est le 93 41 21 77. Reprenez. 93 Oui. 41 21 77. Merci, et vous faites d'ailleurs bien de parler de l'acte de naissance, puisque c'est notre sujet qui va donc suivre. On va prendre l'élément 3 du côté de la réalisation image 3, puisque en ce qui concerne les grandes lignes du Conseil des ministres qui s'est tenu donc mercredi 15 septembre 2021, je vais juste prendre le point qui nous intéresse, puisque vous parlez donc de ces actes de naissance. Nous avons donc appris qu'il y a eu donc une communication relative à l'application de la gratuité de l'établissement des actes de naissance au Togo. J'ai envie simplement de vous demander, vous qui êtes donc du secteur éducatif, quel est votre sentiment en ce qui concerne donc cette décision prise? Cette décision est sanitaire pour nous parce que, imaginez-vous qu'à Lomé, il y a des enfants encore dans les établissements qui n'ont pas leur acte de naissance. Si vraiment on encourage déjà, bien quand on a lancé la gratuité de l'établissement de l'acte de naissance aux enfants, c'est un acte sanitaire. Voilà, un acte sanitaire, Cyril Loukounou. Bien évidemment que c'est un acte sanitaire qui vient soulager les inquiétudes d'une certaine frange de la population. Donc, ma foi, je crois que on peut souhaiter que cela se traduise véritablement dans les actes au niveau des CMS, parce qu'apparemment aujourd'hui dans les CMS, il y a un état civil qui est installé dans beaucoup de centres hospitaliers, et donc que les gens y saisissent toute l'importance de cette décision prise par le gouvernement et l'appliquer dans sa véritable demeure. Merci Bertrand Bagaba. Ici, un mot à placer là-dessus. Oui, bon, c'est une décision à saluer, parce que, comme l'a dit le proviseur, il y a des cas qu'on ne peut pas imaginer. Des enfants qui ont plus de 20 ans, qui n'ont pas d'acte de naissance, ce qui n'est pas normal. Mais maintenant, je dis, une chose est de rendre gratuit cet acte, mais une autre chose est de pouvoir sensibiliser la population. Parce qu'en fait, quand vous regardez, ce n'est pas fondamentalement que les gens n'ont pas les moyens d'aller se faire établir cet acte, mais il y a une certaine ignorance autour de la question. Quand vous allez dans certaines zones, les gens ne savent même pas ce que c'est. Donc il y a des parents qui sont dans des zones reculées, il n'y a pas d'état civil non plus, et qui ne savent pas l'importance de cet acte. Donc il faut absolument adjoindre à cette décision une certaine sensibilisation de la pédagogie, de la rhétorique, de la forte sensibilisation pour dire aux parents que c'est l'acte qui donne naissance à un enfant. Et quand on n'a pas un acte de naissance, on a comme l'impression que l'enfant n'est pas. Merci Bertrand Bagaba ici. Nous allons simplement vous remercier. Et monsieur Bassirou Badamassi, vous êtes le directeur pédagogique, joint au complexe LOI. Merci. On espère que ce n'est pas la dernière. Vous repasserez sur ce plateau pour donc éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous allons ici passer à la troisième rubrique, le plat de résistance. Je vous l'annonçais d'entrée de cette émission. L'acte vaccinal devrait-il être médical ou politique? On se retrouve juste derrière.
débat, je vous le disais d'entrée de cette émission, l'acte vaccinal devrait-il être médical ou politique? C'est donc la thématique inscrite donc à l'ordre du jour de ce débat. Je vais commencer par Cyril Yaoué-Gounou. Vous avez donc entendu les autres en ce qui concerne le vaccin. Aujourd'hui, beaucoup de choses se disent, mais avant que vous puissiez quand même planter le décor en ce qui concerne ce débat sur cette question, j'ai envie que vous suiviez avec moi donc cette vidéo, cet élément, vidéo 2, c'est parti. Et mes anticorps, j'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m'apporter des emmerdements. Et ça n'est pas vrai. Je ne suis pas vacciné. Je me ferai. Je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anticorps. J'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m'apporter des emmerdements. Et ça n'est pas vrai qu'elle protège. Vous êtes vacciné. Vous pouvez plus attraper le virus. Si. Vous êtes vacciné. Vous pouvez plus transmettre le virus. Si. Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner. Donne-moi une raison, vas-y. Je ne suis pas vacciné. Je me ferai. Alors, vous l'aurez reconnu, c'est donc l'humoriste français Jean-Marie Bigard, donc sur cette question de vaccination. Cyril Nougounou, réaction? Non, il faut d'abord reconnaître que cette pandémie a créé une situation alarmique. Et c'est ce qui a interpellé les politiques. Mais sauf que je crois ma foi que les politiques ont manqué de stratégie parce que et du coup, les politiques se sont accaparés, ils ont plus le besoin de tout, il n'y a plus de retenue. Et sinon, en temps normal, cette vaccination devait être juste une campagne médicale. Et ça devait être conduit par rien que des acteurs du monde de la santé. Et là, ma foi, je crois que la population serait beaucoup plus rassurée. La population serait beaucoup plus rassurée. Et même s'il y a éventuellement des décisions, des mesures politiques qui doivent... Parce qu'on parle de la masse, on parle des populations. Même s'il y a des démarches politiques, elles ne devraient pas être autant criardes, elles ne devraient pas autant supplanter. Vous l'avez écouté, on peut se faire vacciner, être encore contaminé. Il demande à avoir des raisons de se faire vacciner. Non, on regarde la réaction de ces citoyens, vous comprenez tout simplement que les gens sont maintenant dans une position de combattre des décisions politiques. Qu'est-ce qu'il explique? Mais ce qu'il explique, vous l'avez entendu dire, c'est mon corps, je vais guérir avec mon propre corps, et ce n'est pas quelqu'un qui doit décider de ma vie, qui doit décider, etc. Bon, donc vous voyez, donc ça veut dire que les politiques se sont accaparés, les politiques se sont trop illustrés, et du coup, ça n'inspire plus confiance aux citoyens. Je suis presque convaincu, et c'est devenu à plus de 80% politique. Mais moi, je suis plus convaincu que si on avait laissé le champ aux médecins, aux experts de la santé, de communiquer, de prendre le devant, les politiques se remettre un peu en arrière et laisser les acteurs de la santé prendre le devant, dire aux populations, attention, il y a danger, attention, il faut faire ceci parce que oui, etc. Je crois ma foi que cette réticence-là, on ne la remarquerait pas jusqu'à ce niveau. Mais ne perdez pas de vue que même il y a des acteurs de la santé également qui vont manquer ouvertement de déclarer qu'ils ne sont pas prêts à recevoir cette dose de vaccin. Cette dose de vaccin, Bertrand Bagaba ici, réaction à chaud? Bon, ma réaction est celle d'un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un contexte où on parle d'une pandémie qui fait des ravages et dans lequel on sort un vaccin, enfin on découvre un vaccin pour pouvoir faire face à cette pandémie. Je dis que moi, je me suis fait vacciner, ça je le dis, mais comme l'a dit M. Cyril, il y a comme depuis cette pandémie, on ne pense que gérer la crise sanitaire, alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont à gérer. Et la population pense que ça devient une récupération politique. Mais
cette situation de récupération politique ne devrait pas influer sur la volonté de pouvoir combattre la maladie. Seulement, on ne peut pas continuer par faire peur aux gens. Vous avez ce sentiment? Oui, par faire peur aux gens pour qu'ils se vaccinent. Voilà. Puisque quand on le fait, tout de suite, les gens pensent que derrière, il y a quelque chose. Justement, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous l'avez d'ailleurs si bien dit, hein, avant de revenir à vous, Koura Oudou, nous allons prendre ce deuxième élément de notre confrère de Sud Radio en France, dans l'émission Parlons Vrai. Justement, on l'écoute et on revient, c'est la vidéo 3. Vous faire vacciner, et c'est là où ça devient très intéressant. On vous fait remplir un papier, et avec la signature, effectivement, fait à Paris, et vous approuvez les termes. Et je vais vous lire juste un paragraphe qui dit ceci. À noter qu'une compensation en cas de dommages ou d'effets secondaires graves de la part des entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible, car elles sont déliées de toute responsabilité. Par ailleurs, le gouvernement rejette toute responsabilité, la vaccination étant assimilée à un acte volontaire, non obligatoire, pour lequel le patient assume l'entière responsabilité. Je dis ça à propos pour les gens qui disent ça doit être obligatoire. Mais la responsabilité, c'est quoi ? En cas de dommages corporels graves, j'ajoute, c'est écrit dans le texte qu'on demande de faire signer au patient. En cas de dommages corporels graves, d'invalidité ou de décès, le patient ne peut pas forcément prétendre à une compensation financière, ni assume l'entière responsabilité. Je dis ça à propos pour les gens qui disent ça doit être obligatoire. Mais la responsabilité, c'est quoi ? En cas de dommages corporels graves, j'ajoute, c'est écrit dans le texte qu'on demande de faire signer au patient. En cas de dommages corporels graves, d'invalidité ou de décès, le patient ne peut pas forcément prétendre à une compensation financière, ni de son assurance médicale, ni de son assurance vie. Voilà, j'ai lu mot pour mot le paragraphe. Mais alors, quand vous allez vous faire vacciner, et c'est là où ça devient très intéressant, on vous fait remplir. Pour cet élément, en ce qui concerne notre confrère du côté du Sud Radio en France, il y a donc un document, un formulaire à faire signer. Là, on est dans la réalité en ce qui concerne la France. Vous êtes justement un acteur du secteur éducatif. Je présume que vous êtes fait vacciner. Forcément, vous êtes fait vacciner. Oui, bien sûr. Alors, j'ai le code, j'ai pas la carte, mais non, j'ai mon code. Vous êtes fait vacciner. Alors, est-ce que vous avez rempli un formulaire? Est-ce qu'il y a eu justement cette procédure à votre niveau? Alors, on a fait que là, et on s'est vacciné. Il n'y a pas eu de formulaire. Vous n'avez rien signé avec la carte d'identité que j'ai donnée, et ça leur a permis d'établir ma carte. Moi-même, c'est un formulaire plutôt. Il n'y a pas eu de formulaire. Il n'y a rien eu. Vous n'avez rien signé. Alors, vous l'avez écouté, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques aujourd'hui délient leurs responsabilités. En cas de dommage, en ce qui concerne, et d'effets secondaires gravissimes, en ce qui concerne donc ces vaccins, un mot à dire avant qu'on prenne l'avis du consultant. Bon, les industries pharmaceutiques, vous les connaissez, je vous en parle, vous les connaissez. Chez nous et chez eux, c'est tout quitte là pour nous. Donc, vraiment, ça fait peur. C'est des gens qui n'ont pas de respect. Et bon, des gens qui, je ne pense pas qu'ils vraiment. La vérité, rien que la vérité. On ne caresse pas les mots sur ce plateau. C'est des gens qui, je me demande si vraiment ils ont à cœur la santé du peuple. Merci Cyril. Non, mais écoutez, vous savez, nous en Afrique, nos avis n'engagent que nous. Nos avis n'engagent que nous. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'Occident s'active à produire quoi que ce soit, et la priorité de l'Occident, ce sont les Occidentaux. Ce n'est pas nous les Africains. Ils ne s'activent pas, ils ne se soucient pas de nous. Bon, maintenant, c'est lorsqu'ils en ont produit pour eux et qu'après, bon... N'est-ce pas le même vaccin? N'est-ce pas le même vaccin? On parle de vaccination en France, on fait signer un protocole, le citoyen est informé de ce qui pourrait découler et il le fait en toute âme et conscience. Mais pourquoi est-ce que dans les pays africains,
justement, on ne permet donc pas à celui qui va bénéficier de ce vaccin de pouvoir avoir toutes les informations avant de passer à ce stade? Mais écoutez, d'abord, est-ce que dans les pays, c'est ce que je venais de dire, est-ce que les pays africains constituent une priorité pour les Occidentaux, pour ces films pharmaceutiques, etc. De deux, est-ce que nous avons les moyens, non seulement comment dirais-je, d'apprécier la qualité de ces produits que nous recevons, est-ce que nous avons les moyens de contrôler, etc. Bon, nous sommes là, bon, quand ça vient, bon, on prend et puis... quand ça vient, on prend. Voilà, est-ce que vous avez le même sentiment, Bertrand Wadamaï? Oui, bon, nous avons le même sentiment, parce que moi, quelle question je me pose, laquelle je me suis posé pour aller me faire vacciner? Je me suis posé la question de savoir si ce vaccin qu'on nous envoie et qui est administré en Europe, si c'est lui qui tuait tous les Européens qui sont vaccinés, non, les Occidentaux qui sont vaccinés, bon, est-ce que demain, je serai épargné de quelque chose? Je veux dire, s'il tuait, pourquoi autant vacciner tout ce monde-là? Vous allez écouter Non, c'est une question que je me suis posée. Oui. Et je me suis dit, ah, si les Européens vont commencer par se suicider, enfin, par créer un vaccin qui va les détruire, oui. Bon, je me dis qu'en Afrique, s'ils ont la possibilité de nous détruire, même dans une simple boîte de tomates, il aurait déjà fait. Maintenant, oui. Scientifiquement, bon, c'est sûr que des vaccins c'est discutable. ont été un sujet à discussion. C'est depuis la nuit des temps. Laissez qu'aujourd'hui, il y a l'évolution technologique qui a permis que tout le monde puisse donner son avis, tout le monde puisse voir exactement comment les choses se passent. Moi, je me rappelle quand nous faisions les vaccins anti-tétanie, anti-tuberculose, oui, je ne sais pas, anti-tuberculose à l'époque, avant d'entrer à l'université. Voilà, je ne sais pas, il n'y avait même pas d'aiguille personnalisée. C'était comme des pistolets là, on vous... Mais là déjà, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Mais je n'avais pas la possibilité de m'y opposer. Mais certains pensent quand même pour ces vaccins, il y a eu quand même un temps pour l'élaboration, on a pris du temps. Oui, mais en ce qui concerne la Covid, on a l'impression que tu vas vite. Non, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait les technologies qu'on a aujourd'hui? Les technologies d'aujourd'hui permettent d'accélérer certains processus, plus que ce qui était dans le temps. Donc, sur ces débats, moi, je ne veux pas tellement aller dans les trucs. Écoutez, aujourd'hui, on me dit que le vaccin, pourquoi est-ce qu'on a trouvé si rapidement le vaccin anti-Covid? Monsieur Césaire, le sida est venu ici, on n'a pas trouvé de vaccin jusqu'à ce jour. Mais c'est parce que le sida, on sait que c'est dans le sang. Si vous êtes au contact, vous prenez le risque d'aller au contact. Ça veut dire qu'on sacrifie ceux qui aiment les rapports sexuels. Non, c'est ça, c'est pas un sacrifice. C'est que là, vous savez que vous êtes en train de prendre un risque d'aller vous faire, alors qu'on vous dit protégez-vous pour éviter cette maladie. Mais là, au niveau du corona, vous voyez là en ce moment, nous sommes en train de parler, c'est dans l'air. Vous pouvez prendre ça, je peux prendre. Donc ça fait que même s'il y a un chef d'État autour de nous ici, on parle lui aussi, il peut prendre la maladie. Et ils sont obligés d'aller mettre les paquets pour pouvoir aller chercher un vaccin. Justement, est-ce que ça ne fait pas deux poids deux mesures? Peut-être avant de revenir à vous, vous avez touché du doigt un aspect, vous parlez donc du vaccin. Est-ce que ce vaccin, quand même, il est tout à fait sécure? On va écouter tout à l'heure un docteur Astrid Stuckelberger, elle est praticienne à Genève, elle s'est exprimée sur ce vaccin, vous allez l'écouter, on revient juste derrière, vidéo 4. Et donc là, on a déjà, avec Eudravigilance, donc ça c'est l'Union européenne, chiffre officiel, on est maintenant à 18 000 décès avérés des vaccins. Aujourd'hui, c'était le 3 juillet, le rapport du 3 juillet, je l'ai vu ce matin encore, 18 000. Et alors, on est bientôt, on a 1 900 000 effets secondaires gravissimes du vaccin. Ça veut dire que même dans l'expérimentation, on devrait arrêter aux patients. Et donc là, on a déjà, avec Eudravigilance, donc ça c'est l'Union européenne, chiffre officiel, on est maintenant à 18 000 décès avérés des vaccins. Aujourd'hui, c'était le 3 juillet, le rapport du 3 juillet, je l'ai vu ce matin encore, 18 000. Et alors, on est bientôt, on a 1 900 000 Voilà, vous l'avez donc écouté, docteur Astrid
Hickelberger, praticienne à Genève, elle a dit, des chiffres statistiques à l'appui, datant du 3 juillet dernier, 18 000 décès avérés des vaccins. On a 1 900 000 justement effets secondaires gravissimes dus au vaccin, c'est quand même questionnable. Bertrand Bagaris. Donc vous savez, sur ce sujet, il va être difficile de pouvoir dire exactement ce qui se passe dans la gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez certains, et comme moi aussi je le dis, que des gens disent que les gens ne meurent pas de Covid. Mais pourtant, on nous dit tout le temps qu'il y a des morts de Covid. Et on dit comorbidité. Mais il y a une évidence, c'est que moi je sais que si on prend 100 personnes qui ont une comorbidité, peut-être 100 personnes ne seraient pas mortes tout de suite si il n'y avait pas une association avec le coronavirus. Je serais sur compris. Comme moi j'ai dit, dans cette logique, aujourd'hui, chacun peut donner son avis sur ce que c'est les vaccins. Les médecins ont refusé le vaccin, mais moi, je dis et je le répète, on est obligé, comme mais cela repose la question. Monsieur Denis, on est obligé, et monsieur Cyril, on est obligé de pouvoir suivre le rythme mondial. Cela repose la question. En suivant ce rythme mondial vaccinal, devient-il obligatoire ou volontaire? Peut-être oui ou quoi? Non, je pense qu'on a déjà dit ça d'une manière ou d'une autre. En principe, l'acte vaccinal, c'est volontaire. Est-ce que c'est ce qui se passe? Non, dites-le. On est obligé de suivre. C'est ce qui se passe. On est obligé de suivre. On est obligé de suivre. Oui. Voilà. Alors, vous savez, moi d'abord, je voudrais attirer une attention et dire ceci. Il faudrait que nos compatriotes qui essaient de jouer aux connaisseurs, qui qualifient le vaccin de très très efficace ou qui pensent qu'ils ont la science infuse de ce vaccin et qui viennent sur les médias, ils prennent la parole, ils parlent comme si ce sont eux qui ont fabriqué ces vaccins, qu'ils arrêtent de jouer à cela. Parce que vous savez, cette situation de pandémie révèle encore plus la paresse de nous les Africains. Ça c'est un. Numéro 1, ça révèle la paresse de nous les Africains. Et numéro 2, ça révèle cette réalité de ce que pour les Occidentaux, rien de bon ne peut venir des Africains. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici, dans ce monde, le Madagascar qui avait annoncé avait trouvé un remède contre ce virus. Mais quelle a été la réaction des Occidentaux? On se rappelle du docteur Raoul qui avait prédit que la chloroquine, etc. Mais parce que ça ne répondait pas à peut-être à des ambitions, des visées économiques, quelles a été les réactions contre lui? Et encore, j'ai saisi également cette occasion pour saluer cette démarche du professeur Kokoroko qui a pris cette initiative avec certains universitaires et thérapeutes. Ils ont trouvé un remède et qui peut aussi agir contre ce virus-là. Ils ont lancé un appel de fonds pour produire cela. Quelle a été la réponse? C'est le silence. Alors maintenant, nous sommes tous des paresseux parce que jusqu'alors, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu d'analyse profonde pour ce qui concerne des réflexions pour se demander comment est-ce que ce virus a fait tomber des gens, des vies en Occident abondamment, mais alors qu'en Afrique, ce n'était pas le cas. Il n'y a eu que des supputations, qui ont circulé comme quoi c'est le climat, et ça, ce sont des imaginations. Il n'y a pas eu de recherche, d'études précises pour savoir pourquoi est-ce que... C'est ce qui montre que les Occidentaux se soucient peu de nous les Africains. Ils se soucient plus d'eux-mêmes d'abord. Alors maintenant on a fait, mais déjà on attend tout, quand un vaccin tombe, c'est de mettre des restrictions, de menacer, comme quoi des gens vont perdre leur emploi, etc. Jusqu'à quand nous allons, je reviens encore dessus, jusqu'à quand est-ce que l'Africain ne doit toujours s'ériger que dans cette posture? La question est posée. Jusqu'à sortir de cette thématique, on va vers la fin de cette émission. La dernière question, au regard de tout ce qui précède, est-ce que l'acte vaccinal devrait-il être médical, politique, volontaire ou obligatoire? Bon, moi je le dis clairement, l'acte vaccinal devait être volontaire et médical. C'est-à-dire que
un médecin juge qu'il faut se faire vacciner, comme l'a dit Cyril, c'est-à-dire qu'on laisse les médecins expliquer aux gens le bien fondé de se faire vacciner, et derrière, volontairement, les gens font le choix de se faire vacciner ou non. Ça, tout le reste, ça ne peut pas arranger la campagne de vaccination. Quand on veut rendre la vaccination obligatoire, ça n'arrange pas la campagne de vaccination parce que aujourd'hui, ici, tout le monde sait qu'il y a des gens qui pensent que les commandes de vaccins qu'on fait, beaucoup bouffent dedans. Il y a un business. Voilà, il y a un business dedans. Et donc, tout ça, ça crée des supputations qui font qu'il y a de la résistance. On laisse l'acte vaccinal obligatoire, que les médecins nous disent vraiment l'intérêt de se faire vacciner pour éviter peut-être le cas de détresse respiratoire. C'est tout. Merci Cyril. Monsieur Césaire, vous savez, moi, je vais encore et toujours demeurer dans mon pragmatisme. Cette question que vous posez, je vais vous dire en toute sincérité, oui, il faut dire qu'elle ne devait pas être politique, mais au même moment, il ne faut pas se voiler la face, elle est politique, vous comprenez. Bon, parce que compte tenu de notre condition, notre situation, nous ne sommes que là que pour consommer, vous comprenez. Bon, maintenant, nos médecins, ils ont quel élément d'appréciation de la qualité, de la nature du vaccin? Mais ils ont quel élément, ils ont quelle infrastructure, ils ont quelle possibilité. Nous ne sommes que des consommateurs, nous ne sommes que des perroquets. Mais quelle solution? La solution, c'est que nous subissons, c'est tout. C'est pas la solution. Vous proposez quoi? Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je propose? Je viens de dire préalablement que le professeur Kokoropo, avec certains universitaires, des thérapeutes, ont trouvé un remède contre ce Covid, mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme... l'Afrique ne construise pas les Africains. Bon, c'est bien cela. Écoutez, nous sommes dans une mondialisation, vous comprenez, et ce n'est pas qu'une question de que l'Afrique soit construite par une... C'est quoi finalement? La question est qu'il faut que nous fassions nos preuves. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous montrons également que nous pouvons être capables de quelque chose. Que de toujours d'attendre quand ça vient, il y a certains qui veulent jouer sur les autres. Et donc, ma foi, pour conclure, l'idéal, c'était que oui, la vaccination doit être médicale et volontaire. Mais nous sommes en Afrique et compte tenu de nos conditions, il y a beaucoup qui se trompent. Et également, vous savez, les médecins en Occident ont une certaine liberté, une certaine indépendance, mais dans nos pays africains, vous comprenez, la politique qui a gangréné tout, il y a des médecins qui ne peuvent même pas aussi librement, même si un médecin veut parler, il a quel élément d'appréciation? C'est un truc avant de parler. Merci. Peut-être un dernier mot à placer, sur l'acte vaccinal. Oui, c'est la thématique politique volontaire obligatoire, ou plutôt il devrait plutôt être médical. Bon, on a déjà dit qu'en principe, la norme, c'est qu'il soit volontaire, médical, et que les médecins, ce soit eux qui nous expliquent le bien. Voilà. Il a dit que, en tout cas, le nombre de nos problèmes, c'est le problème de la communication. Merci. À condition que ça besoin d'éléments d'appréciation. Merci. On s'est donc entendu sur justement cette thématique. L'acte vaccinal devrait donc être un acte volontaire, médical et non politique et obligatoire, c'est entendu. On prend la dernière rubrique, rubrique 4. Il s'agit donc de Free Voice. C'est parti. Le Coran et la Bible, c'est fait pour les peuples où c'est sorti là. C'est pas fait pour nous les Noirs. Vous regardez dans les dispositions du Coran et de la Bible. Vous voyez des choses qui concernent la culture noire? Non. C'est pour eux. C'est d'abord pour eux. Mais alors,
Nous sommes le seul continent, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir sa religion propre. Il y a le bouddhisme chez les Asiatiques. Il y a l'islam chez les Arabes. Chez les Européens, il y a le protestantisme, le catholicisme, l'Europe, tout ça, etc., etc. Nous avons intérêt à avoir notre religion propre. Et nous, nos prophètes, là, c'est quoi? C'est nos ancêtres, point. Donc les autres religions ont déteint son nom. Écoutez, vous savez, la colonisation n'a pas été seulement économique, politique, militaire. Ça a été à tous les niveaux. Surtout religieux, les gens n'en parlent pas. Les religions, là, importaient l'islam, le catholicisme, les protestantisme, tout ça a détraqué la culture africaine. On nous a fait jeter nos fétiches. Regardez ici, discours de Léopold II, roi des Belges en 1983. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y évangéliser l'Afrique et en vous inspirant des intérêts de la Belgique. Ah, ils connaissent, les nègres là, ils connaissent déjà Dieu. Ah, donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Votre rôle essentiel, c'est de veiller à les désintéresser des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Il dit aussi, vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici à leur fétiche de guerre. Et que vous mettiez tout en œuvre pour les faire disparaître. Et puis, il continue, évitez de développer l'esprit critique dans les écoles là. Apprenez aux élèves seulement à croire et non à raisonner. Et puis on dit, convertissez toujours des noirs au moyen de la chicotte. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Faites-leur croire que entreront au paradis les gens qui sont pauvres sur terre ici. Comme ça, ils ne vont pas vouloir être riches. Vous voyez l'affaire. C'est extrait de quoi? C'est extrait de quoi? Discours de Léopold II, quand il a réuni les évangélistes là, pour venir en Afrique. Pour les envoyer les missionnaires. Oui, les missionnaires. Et puis chanter chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres là et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Vous voyez. Et puis, dites aux Noirs que leur statuette là, c'est l'œuvre de Satan. D'accord. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Et, vous voyez, donc ils ont réussi leur œuvre. Ça veut dire qu'ils connaissaient la puissance de l'Afrique aussi. Il convient que nous nous réveillons pour savoir que nous devons faire un retour aux sources. Parce que sinon, dans 50 ans, 100 ans, notre culture va disparaître. Tout à fait. Un retour aux sources. Nous sommes donc de retour en plateau, donc après cet élément qui va donc planter, justement, pas planter le décor, mais nous amener petitement vers la fin de cette production. Vous l'avez écouté, cette image, cette figure quand même africaine, cette voix libre qui s'est exprimée, peut-être un dernier tour de table, et puis on va donc se séparer. En tout cas, on a aujourd'hui envie de redonner à l'Afrique cette image de renaissance, mais cela passe quand même par l'autonomie en ce qui concerne justement tous les secteurs clés aujourd'hui, Bertrand. Bon, mais ce débat-là, on va toujours le refaire, et voilà. Mais je dis que ce qui est clair, il faut dire que nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Sauf que nous ne pouvons non plus dire que la civilisation européenne ne nous a rien apporté. Il faut simplement que les Africains puissent faire la part des choses et essayer de retrouver les valeurs qui fondent leur société, travailler autour de ces valeurs et pouvoir retrouver une certaine identité. Mais est-ce que nous avons cette capacité, comme l'a toujours dit sur ce plateau, Cyril? Alors, voilà, c'est là où aussi se situe le débat. Voilà, est-ce qu'on a cette capacité, Cyril? Non. On va faire court. Oui, on va faire court. Moi, ce que je dis est que il est temps pour nous, les Africains, de prendre question que nous devons nous re-questionner. Nous devons nous re-questionner. Nous devons nous redécouvrir et nous redéfinir. Et ça commence par quoi? Et ça commence, d'abord, ça doit être d'abord une prise de conscience et choix politique.
ça doit être d'abord une prise de conscience et choix politique, parce que c'est la politique qui définit l'orientation, l'itinéraire à suivre, etc. Ça doit d'abord être une prise de conscience et orientation politique. Pour l'instant, on n'est pas parce que maintenant, j'ai écouté, il a parlé de beaucoup de choses. L'aspect religieux, je dis que l'aspect religieux aujourd'hui, c'est négligeable, parce que moi je dis toujours que Dieu, nous tous nous disons que nous connaissons Dieu. Et je dis que Dieu n'a pas de permission à recevoir de qui que ce soit avant de choisir à qui se révéler au profit d'autres. Vous comprenez? Alors maintenant, quand on évoque toujours nos religions, cultures, d'abord, toujours il faut savoir que la culture est vaste, parce que la culture, il y a beaucoup de choses qui englobent la culture. Parlons de la religion. Nos religions, comment est-ce que nos religions ont été et n'ont pas pu aider? Voilà, donc du coup, bref, nous les Africains, cela s'impose à nous de nous re-questionner pour nous redéfinir et savoir quelles sont les orientations à prendre dans un idéal et les principes que nous devons définir. Et on pourra un dernier mot. Voilà, oui, M. Cyril a dit l'Africain doit travailler. Aujourd'hui, je prends juste l'aspect où le domaine religieux, vous allez voir les hommes de Dieu, les pasteurs qui ont travaillé, comment on travaille sur le plan spirituel. Les blancs qui chez eux viennent commander chez les blancs, chez les noirs. Oui, même vous allez à Beauvais, même il y a les blancs qui viennent. Bon, pourquoi? Il a cherché Dieu, il a travaillé, on doit bosser. On doit bosser. Dans tous les domaines, on doit bosser. Merci. Quoi qu'il en soit, quel que soit le temps, quelque chose à forcément. Merci, la lueur d'espoir donc va se pointer à l'horizon. Merci donc à tous les invités d'avoir accepté d'avoir accepté l'invitation accordée sur ce plateau. On se retrouvera, j'espère bien Bertrand, pour une autre production. Cyril et justement nos invités du complexe El Roi. Merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie. C'est vrai qu'on n'a pas pu consulter les messages du côté de notre numéro 93 05 06 06. Ce n'est que partie remise. On se retrouvera donc, vous le savez, la grille des programmes est sur le site acanews.net dans une autre production. On pourra donc lire vos messages. Merci d'être resté en notre compagnie. Ne l'oubliez surtout pas. Parenthèse, la vérité, rien que la vérité, c'est le slogan. Et la Web TV, Choumatela TV, c'est donc une mission. Redonner donc à l'Afrique son image à travers sa renaissance. À très vite.